ça doit savoir ce que c'est comme bactérie. Ouais, ben moi, elle partait de la chose. Mais la prochaine fois, on fera la chose ensemble. Il y aller en même temps. Demain, il y aller au mois de... La maman? Je sais pas. Oui, c'est ta tasse. Tu savais que ta maman avait perdu des jumeaux? Hein? Ta maman. Tu savais qu'elle avait perdu des jumeaux? Tu savais? Nous sommes le samedi 24 août 2019, ici au marché à Yverdon. Il est à peu près 10 h du matin, un grand soleil, plein de gens qui déambulent, un marché normal. Et puis il y a un stand on va dire un peu particulier, avec un slogan, le deuil périnatal, osons en parler, qui est le slogan d'Agapa Suisse Romande. À côté de moi, Sandrine Lima Nobilet. Bonjour Sandrine. Bonjour Philippe. On est ici au marché avec un stand pour sensibiliser au deuil périnatal, un sujet compliqué, pas facile, qui se passe souvent dans l'intimité des couples, des familles par exemple. Vous Sandrine, pour faire connaissance un petit peu avec vous, vous êtes la coordinatrice ici. Expliquez-moi, il y a 10 ans, vous êtes entrée dans cette association, pourquoi ? Alors moi, ce qui m'a attirée dans cette association, c'est qu'on parle d'un sujet que les gens vivent souvent dans le silence et puis comme vous avez dit, dans l'intimité. Moi, moi, je suis concernée de manière indirecte. C'est ma maman qui a vécu des fausses couches. Je l'ai toujours su et ça a toujours été un sujet très tabou dans la famille parce que, en fait, j'aurais peut-être pas été là si ça s'était passé différemment. Mais chez ma maman, j'ai toujours senti beaucoup de réticence à en parler, beaucoup de déni et énormément de souffrance. Et particulièrement à des périodes comme la fête des mères, comme Noël, c'était vraiment des dates où ça revenait tout le temps. Bien quand on entendait quelqu'un qui avait fait une fausse couche, je sentais qu'il y avait quelque chose, puis tout qui se reportait sur moi. Et je trouvais ça extrêmement lourd, puis ça m'a toujours un peu habité, questionné. Puis quand j'ai découvert qu'une association existait qui parlait de ça, ma maman était déjà décédée. Déjà, je me suis dit, ça aurait été chouette qu'elle puisse connaître un lieu où elle aurait pu peut-être ouvrir et parler de ça. Et je me suis dit, voilà, c'est là moi que j'aimerais en tout cas travailler puis donner de mon énergie. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans cette association qui est très belle, qui est très humaine, qui est là pour vraiment écouter les gens, qui met en place plein de choses, qui est extrêmement créative, vraiment très humaine, je ne peux pas dire autre chose. Et qui évolue depuis plusieurs années en mettant chaque fois en place des choses différentes vu que les besoins des gens aussi évoluent. Là, je vois qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent au stand, qui viennent lire, qui viennent regarder et c'est le but, on est vraiment là pour ça. Vous avez dit que votre maman aurait apprécié qu'il y ait une telle association pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir parler. On sent qu'il y a beaucoup de retenue, on sent qu'il y a beaucoup de tabous, on sent qu'on garde un peu ça pour soi et ça doit changer, ça doit évoluer. Oui, parce que les gens, souvent quand on les questionne et qu'on va un petit peu, on creuse un peu, en fait, ils auraient toujours eu envie peut-être d'en parler ou de partager ou juste de raconter ce qui leur est arrivé, mais ils n'osent pas. Où ils pensent que c'est pas légitime, où ils pensent que non, mais ça regarde personne, non, mais c'est bon, je gère, et puis ça doit aller, ça va aller. Puis c'est un peu le message aussi que la société, là je généralise beaucoup, mais c'est un peu ce message qui est donné, c'est que voilà, ça arrive, c'est pas grave, faut passer à autre chose, faut aller de l'avant, faut mais ça fait une année, pourquoi t'y penses encore, t'en es encore là. Enfin, c'est des choses que nous on entend, que les parents nous disent, et puis ça doit changer. C'est pas parce qu'on parle de quelque chose de douloureux que ça prend toute la place. En fait, c'est au contraire. Plus on peut donner de place au chagrin, à la douleur, aux émotions qui sont normales après un événement difficile, et plus après ça va mieux en fait. Mieux ça va. Et moins ça prend de place aussi dans la suite, quand on a une nouvelle famille, quand il y a une nouvelle grossesse, quand il nous arrive un autre événement douloureux dans la vie. Cet événement-là, si on a pu en prendre suffisamment soin, on ne l'oublie jamais, mais il reste comme quelque chose qui fait partie du passé. Parce qu'on a vu, nous, tellement de situations où les gens, justement, n'avaient pas pu parler, avaient tout mis sous le couvert, n'y pensaient plus. Et tout d'un coup, avec un autre deuil ou un autre événement de vie, ça ressurgit et ça ressurgit très fort. Et c'est ça je trouve, en tout cas dans notre action de sensibilisation, de montrer et de sortir du tabou, c'est ce message-là qu'on aimerait aussi faire passer. C'est que, voilà, osons en parler en fait. C'est vraiment tout l'essence du slogan, il est là. C'est que osons en parler pour ceux qui en ont besoin. Il y en a plein qui n'en ont pas besoin.
de parler, ou qui trouvent le réconfort, qui font leur petit bout de chemin avec d'autres choses. Il y a énormément de moyens. Il y a l'écriture, il y a énormément de témoignages sur la perte d'un enfant qui paraissent aujourd'hui. Il y a l'art-thérapie, il y a vraiment des quantités de choses qu'on peut faire. La prise de parole que nous, on prône, c'en est une parmi d'autres. Et nous, on est là pour ceux qui ont besoin de ça. Ce fameux regard de la société, dans l'ordre des choses, normalement, la naissance, la vie, la vieillesse et après la mort. Quand on perd un grand-papa, une grand-maman qui a plus de 90 ans, par exemple, c'est très triste aussi, mais on dit qu'on le comprend, on l'accepte, enfin voilà, après on passe à autre chose, on vit avec, puis ça se passe très bien. Et puis quand c'est avec un enfant qu'on a porté dans son ventre, qui est peut-être décédé avant la naissance ou juste après la naissance, là c'est compliqué. On a l'impression qu'au niveau du regard de l'entourage, du public, de la société, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Il y a plein de tabous qui surgissent. Quand il y a des enfants qui ne sont pas venus à terme, on se dit oui mais il n'a pas vécu, enfin dans le sens voilà, il n'est pas né, c'est des choses, ça aussi c'est particulier. Ouais, c'est ça, il n'a pas vécu, donc on ne l'a pas vu, l'entourage ne l'a pas connu, en fait il a été connu physiquement, on peut dire presque que de la maman. Le papa l'a connu aussi, mais de manière indirecte. La fratrie qui était là aussi, peut-être de manière très très indirecte aussi. Et pourtant, je cite un témoignage là d'une maman qui disait, mais c'est justement parce qu'il ne reste rien de cet enfant, il ne reste aucun souvenir, aucune trace. C'est justement ça qui est difficile. C'est clair, quand un deuil, le deuil classique de quelqu'un qu'on a bien connu, il y a la reconnaissance des gens autour, tout le monde est au courant, on a des souvenirs communs, on peut en parler. Puis là encore, je dis oui, alors on en parle, mais on en parle dans un temps qui est défini. Hein. Le deuil, c'est il y a un enterrement, il y a dans certaines régions, il y a la messe de 30e, il y a un temps défini, et puis après, tout le monde retourne au travail et plus personne n'en parle. Et même pour un deuil classique, je trouve que c'est aussi très compliqué de parler. Donc, pour un deuil particulier comme le deuil périnatal, où il y a des fois les gens n'étaient même pas au courant que la maman était enceinte, c'est justement d'autant plus compliqué. On parle aussi de ces interruptions volontaires de grossesse. Alors on dit voilà, une jeune femme, une jeune fille, tout d'un coup se retrouve enceinte, la situation est particulière, compliquée, non désirée, non voulue, voilà, elle va pratiquer une interruption volontaire de grossesse. On va prendre ça au niveau du public en disant peut-être de manière un peu triviale, voilà, elle avait un problème, elle l'a résolu, maintenant le problème est réglé, on passe à autre chose. C'est pas du tout comme ça que ça se passe aussi pour ça. Alors, je ne vais pas non plus généraliser, mais ça peut être aussi compliqué à gérer, et là d'autant plus que la femme qui doit passer par là, pour toutes les raisons qui lui sont personnelles, alors oui, elle choisit, entre guillemets, parce qu'il y a toujours plein de raisons, quand on s'intéresse vraiment à l'histoire de la femme, on voit que c'est pas aussi simple qu'elle a choisi, elle a qu'à assumer, et puis justement, elle a qu'à assumer quoi? Si elle est triste, ça veut dire qu'elle doit gérer sa tristesse toute seule? Non, pas d'accord. Si elle a besoin, et ça peut vraiment s'apparenter à un chemin de deuil, comme tout autre deuil, parce que c'est un événement de vie qu'on n'oublie jamais, qui est difficile, et ben si elle en a besoin, elle est aussi, on est aussi là pour les personnes qui ont vécu des interruptions volontaires de grossesse. Et j'ai accompagné des mamans, des jeunes femmes qui étaient passées par là, et pour qui c'était vraiment très douloureux, qui regrettaient absolument pas leur choix, qui auraient certainement fait exactement la même chose si c'était à refaire, mais qui avaient vraiment besoin d'être entendues dans le chagrin qu'elles avaient, de pas avoir la situation qu'il fallait pour tenir ce bébé dans les bras. Donc c'est aussi, et là aussi c'est un tabou. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait un choix ou qu'on est dans une situation donnée qu'on doit tout gérer soi-même. Je veux dire, on est une communauté, et quand on voit que les gens vont mieux, se relèvent et sont apaisés en entendant les gens qui ont vécu la même chose, que ce soit dans un groupe de parole ou dans un café, qu'on sent que je suis pas toute seule, c'est arrivé aussi à d'autres, ils ont pu se relever, ils ont pu avancer, ils ont fait tel ou tel rituel, ça aide beaucoup. Donc oui,
Vraiment, nous, toute perte de grossesse, quelle qu'elle soit, quelles que soient les raisons et quel que soit le stade de la grossesse, ou juste après la naissance, c'est vraiment ça que nous, on cible ici à Agapa et ce matin à Yverdon au stand. Concernant cette interruption volontaire de grossesse, est-ce qu'on peut aussi contacter l'association, pas dans le sens de la prise de la décision, mais dans le sens peut-être d'avoir une sensibilité par rapport à après, en se disant on prend une décision, ok, on interrompt cette grossesse, très bien, mais après, pour ce qui va se passer après, pour les années qui vont suivre, peut-être qu'il y a des choses où on ne pense pas du tout à cette problématique-là quand on prend une telle décision. Alors je ne prône pas, je suis totalement pour la liberté de la femme et la liberté de l'avortement. C'est pas du tout ça, rien à voir, mais simplement que aussi on réfléchisse aussi, on prenne aussi en compte la suite. Oui, alors c'est clair que nous, on n'intervient absolument pas dans l'avant, dans tout ce qui est ambivalence de grossesse ou le chemin qui mène au choix qui sera fait par rapport à une grossesse pas prévue ou incertaine. Là, on travaille vraiment avec les centres de santé sexuelle, avec les centres qui sont spécialisés pour ça. Et il y en a dans toute la Suisse romande et on collabore très bien. Mais on a eu des personnes qui nous ont contactés, qui savaient qu'ils allaient interrompre la grossesse et qui se disaient, voilà, pour après, si on ne sait pas comment on va être, mais si on va pas bien, si on a besoin d'en reparler, est-ce qu'on peut venir chez vous? Donc voilà, bien sûr que ça peut être une bonne chose, ou en tout cas une ouverture d'esprit pour la suite, de se dire, tiens, pour la suite de notre vie, de notre vie de famille, de notre vie de couple, si on voit que c'est un truc qui est difficile, qui a de la peine à passer, qui a de la peine à digérer, qui revient, voilà, de contacter une aide professionnelle, ça peut être une option. Nous sommes ici au marché à Yverdon, sous le soleil, un marché. C'est sympathique, c'est festif, on fait ses courses, on est en famille, on boit à l'apéro, on fait, voilà, très bien, il y a des très bons produits avec des tas d'étals et de stands fabuleux. On se dit, voilà, mettre un stand sur le deuil périnatal au milieu d'un marché, oulala, ça va crisper les gens vont jamais s'arrêter, ça va être dérangeant et autres. Et puis on s'aperçoit, ça fait un moment que je suis là, non, les gens viennent naturellement, les gens viennent spontanément, peut-être pas tout le monde, mais on s'approche, on pose des questions. Il y a Adélia et Olivier qui sont là, également toi Sandrine. On pose des questions, on vient tranquillement et tout. Donc finalement, c'est une bonne idée de venir dans ces marchés par rapport au sujet en question. Oui, c'est une très bonne idée. C'est exactement ça qu'on voulait. C'est justement être au milieu des gens, être au milieu de la vie et que tout le monde puisse venir poser des questions, bricoler une petite carte pour son bébé, que les enfants, les frères et sœurs puissent aussi venir faire un petit dessin, un petit quelque chose, accrocher un drapeau en tissu. Parce que c'est ça, c'est la vie aussi, ça fait partie de la vie, ces événements-là, ces accros, ces accros de grossesse, ça fait partie de la vie et c'est important qu'on soit aussi visible sur la place publique parce que sinon, ça veut dire si on se cache et si on est dans un endroit reculé pour pas trop déranger, ça veut dire qu'on cautionne aussi le tabou. Comme on veut en sortir, comme on veut aller vers les gens, aussi pour montrer qu'on existe bien sûr, pour faire parler de la thématique, mais là je trouve que c'est la place idéale. Et bien sûr au début il y a un peu de réticence, on voit les gens, ils regardent, on a mis des panneaux avec des témoignages, des petites phrases un peu choc comme ça, choc. Pour une maman qui dit on m'avait pas vu avec un gros ventre, ou bien on a planté un petit arbre dans le jardin. Qu'est-ce qu'on a mis encore? Enfin, faudrait que je relise. Mais voilà, ça, on voit que les gens... il y a des gens qui viennent, qui savaient qu'on était là, ils viennent exprès, ça c'est... Voilà, c'est super. Et il y a d'autres gens qui passent, qui ne savent pas du tout qu'on est là, qui sont interpellés par les citations, qui se disent « Ah, mais c'est quoi? On parle de quoi ?» Ah ouais, ils s'arrêtent, ils regardent un article. Et puis tout d'un coup, il y a des langues qui se délient. Tout d'un coup... Ah ouais, mais en fait, moi je connais quelqu'un qui s'est arrivé. Ah oui, ma maman aussi, elle a perdu. Avant, il y avait une vieille dame qui me disait ah oui, mais ma maman, elle a perdu des jumeaux. Oui, elle nous disait tout le temps oh, puis c'était pas facile pour moi. Enfin voilà. Et c'est incroyable. En fait, c'est un sujet qui touche énormément de gens. Énormément de gens. Et de manière très différente. Et c'est ça aussi qui est beau. C'est qu'il y a une variété dans ce que les gens peuvent vivre et il y a une magnifique capacité de résilience en chaque être humain. Enfin, je veux dire, on est tous faits quand même pour supporter un nombre de choses incroyables, mais on voit que c'est des événements de vie qui ne sont jamais oubliés. Et
Et voilà, de savoir, et souvent les gens pour qui c'est arrivé mais c'est ok, ils sont contents, ils disent ah ouais mais c'est super qu'il y ait une association qui existe pour ceux qui en ont besoin, moi j'ai pas eu ça mais à l'époque j'aurais bien voulu, enfin voilà. C'est vraiment des choses qu'on entend beaucoup et moi ça me réjouit que ça se passe comme ça. Ne cautionnons pas le tabou, je reprends vos propos. Ouais. Le deuil périnatal, osons en parler. www.agapa-suisseromande.ch, le site internet, allez voir, renseignez-vous, observez. Même si vous n'êtes pas confronté directement, allez quand même voir, intéressez-vous et tout, parce que on ne sait jamais, dans toutes les familles, les choses peuvent arriver. Et puis à ce moment-là, l'entourage est aussi important. On en parlera aussi avec Delia et avec Olivier. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi, Philippe. Merci beaucoup pour cette belle vitrine. C'est vraiment chouette. Delia Rouminière, en 2011, la vie et puis la mort et tout ce mélange. Raconte-moi ton histoire finalement. Eh bien oui, en 2011, avec mon mari, on attendait notre premier enfant en commun, puisqu'on a une famille recomposée, qu'on avait chacun un petit garçon de notre côté. Et forcément c'était la folie, c'était une belle aventure qui commençait, tout se passait très bien, si ce n'est que j'étais alitée à 8 semaines de grossesse. J'avais des pertes de sang et du coup j'ai dû rester alitée jusqu'au 3e mois. Et puis tout s'est bien passé, une magnifique grossesse, on avait tout préparé, tout le monde se réjouissait. Et puis arrivé presque à la 38e semaine, mon bébé bougeait plus et j'essayais de ne pas m'inquiéter, je me disais voilà, j'arrive bientôt au bout. Il a bientôt plus de place, donc c'est normal. On arrive bientôt à la fin. Il se prépare à venir, c'est tout à fait normal. Et puis, je me disais, ça va bien se passer. Donc voilà, on a quand même une petite pensée, une arrière-pensée, mais on se dit, c'est pas possible, ça peut pas nous arriver à nous. Donc on reste confiant, tout va bien. Et au bout du 3e jour, mon mari s'inquiétait vraiment beaucoup. Et comme ma belle-mère était sage-femme avant sa retraite, elle nous a dit qu'il faut aller à l'hôpital, il faut aller faire un contrôle. C'est quand même bizarre. Moi, je voulais absolument pas y aller parce que tout va bien, je suis confiante, mon bébé va bien. On a fini par y aller un vendredi soir, faire un contrôle à l'hôpital. Ma soeur est venue chercher mon petit garçon de 2 ans, le prendre pour le week-end. Elle me dit encore, prépare ton sac, ils vont te garder. On pleure un petit peu que tu as mal au dos, comme ça, tu vas pouvoir accoucher. Et puis, arrivé à l'hôpital, on a fait un contrôle. Et là, la sage-femme me disait rien. J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose de bizarre, mais elle me disait rien. Et elle a parcouru tout mon ventre. Je me disais, mais c'est quoi cette sage-femme ou cette infirmière qui ne sait pas qu'en fin de grossesse, le bébé est déjà tourné, donc le cœur doit être vers le bas. Elle faisait vraiment tout mon ventre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et elle me disait, écoutez, j'ai un petit peu de mal à trouver le pouls de votre bébé. Je vais aller chercher une collègue. Donc elle revient avec une collègue et puis rebelote, elle me refond tout le ventre. Et moi j'entendais quand même un pouls, mais très très loin. Puis ils me disent, écoutez, c'est votre pouls qu'on entend, mais on a du mal à entendre celui du bébé. On va aller chercher le gynécologue responsable. D'accord, bon, ok. Donc j'attends toujours dans cette salle où on ne me dit pas grand-chose. On fait venir mon mari et tout à coup je les vois les trois sur l'écran en train de regarder ce qui se passe dans mon ventre, mais personne ne me montre l'écran, personne ne me dit rien. Et là, heureusement, le gynécologue qui était de garde ce soir-là était mon gynécologue, donc j'étais contente de le voir. Et puis, il me dit, écoutez, Madame Rouminière, on va passer dans une autre salle, on va aller regarder ça tranquillement. Donc, j'ai changé de salle. Et puis là, effectivement, il a refait le contrôle, puis il m'a dit, écoutez, je suis navrée, mais votre bébé n'a plus de pouls, quoi. C'est fini. Et puis, ensuite, il a fallu prendre la décision de l'accouchement, parce que bien sûr, à 38 semaines de grossesse, on ne peut pas le sortir comme ça, donc c'était soit la césarienne, soit l'accouchement à voix basse. Et sur le moment, moi j'ai dit non, il faut me l'enlever, faites une césarienne, mais s'il ne vit plus, je ne peux pas garder un bébé qui ne vit plus en moi, il faut me l'enlever. Et là, il a été vraiment plus qu'adorable et très, très touchant et bienveillant quand j'y pense, donc maintenant avec le recul, c'est qu'il nous a dit, écoutez, vu qu'il n'y a malheureusement plus d'urgence, vous avez déjà eu un enfant, le passage est fait, ça serait quand même mieux que vous accouchiez à voix basse. Mais pour moi, sur le moment, c'était tellement impensable que je dis, je peux pas, je suis pas capable de faire ça et c'est pas possible. Il m'a dit, écoutez, rentrez chez vous avec votre mari, réfléchissez-y, posez-vous, accusez le coup et puis vous revenez demain matin à 9h et on verra ce qu'on fait. Et puis c'est ce qu'on a fait, on est rentré à la maison, même si ça a choqué pas mal de gens de notre entourage qu'on puisse rentrer.
Mais moi, franchement, je le remercierai jusqu'à la fin de mes jours parce que ça m'a permis justement de me poser, d'aller dans la chambre de mon bébé, de lui parler, simplement, lui dire que je l'aimais et que voilà, j'étais sa maman puis que j'allais l'accompagner jusqu'au bout. Et ça m'a permis de prendre cette décision justement de me dire, c'est mon bébé, je suis sa mère. Et c'est ce que je vais faire, je vais l'accompagner jusqu'au bout. Et le gynécologue m'avait dit aussi que si je faisais une césarienne, je risquais de ne pas pouvoir assister à l'enterrement de mon bébé. Et ça, pour moi, c'est juste pas possible. Donc, il m'a dit, si vous accouchez à voix basse, si tout va bien, le lendemain, vous pouvez ressortir. Donc, le lendemain matin, on se présente à l'hôpital avec mon mari à 9h. Tout était déjà prêt, on arrive à la réception, on s'est juste annoncé, ils avaient déjà tout préparé. On m'a installée en gynécologie et non pas en maternité. Donc ça, j'ai trouvé vraiment plus qu'adorable. Du coup, je n'étais pas confrontée aux autres mamans qui attendaient leur bébé ou qui venaient d'avoir leur bébé. J'étais un petit peu à part. J'ai eu des sages-femmes vraiment adorables qui sont spécialisées aussi dans le deuil périnatal, qui s'occupent aussi des cas un petit peu plus particuliers quand il y a des soucis dans la grossesse. Et vraiment de dames très choues qui ont été avec moi plus que bienveillantes, qui m'ont accompagnée parce que ça a été long, ça a vraiment été long depuis 9h le matin. Et j'ai accouché à 23h24, donc la journée a duré, pour moi c'était vraiment pas évident. Mon mari il sortait toutes les 5 minutes, il allait dans le couloir boire quelque chose, alors que moi j'étais en chambre, je pouvais pas bouger, j'avais pas le droit de me lever. Et puis en salle d'accouchement, une chose qui m'a aussi beaucoup marquée, c'est la sage-femme qui était là à ce moment-là. Et quand elle est venue avec Alexis, elle l'avait dans sa petite couverture, comme ça dans les bras. Et elle lui a dit, voilà Alexis, je te présente tes parents. Elle l'a vraiment traité comme un autre bébé. Peu importe qu'il soit sans vie ou pas, ça restait un bébé. Et oui, un petit être à part entière. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué, touchée. Et puis du coup, comme l'accouchement a duré un certain temps, on a eu le temps aussi de parler avec le personnel, savoir ce qu'on voulait faire, si on voulait le voir ou bien pas, si on voulait faire des photos ou bien pas, enfin préparer sa venue en fait. Et comme mon mari est dans les pompes funèbres, on avait discuté que oui, on voulait le voir, que mon mari voulait prendre des photos, c'est même lui qui l'a habillé après, qui lui a mis son petit pyjama, enfin on a pu passer du temps après avec lui par la suite. Et j'ai pu sortir le lendemain, effectivement, et j'ai pu être présente pour son enterrement. On sent que 8 ans après, toujours de l'émotion, toujours de la sensibilité, toujours quelque chose qui est là, qui est bien présent. Comment, en t'écoutant comme ça, là, ce matin, on est assis côte à côte, j'ai envie de dire que tout ce que tu as expliqué, tout ce que tu viens d'expliquer, de raconter, ça tombait sous le sens. Il y avait que du bon sens, que de l'amour et autres. Comment on arrive à faire juste dans le moment présent, pas en le racontant après, puis en disant voilà, on a fait, mais quel est l'instinct, qu'est-ce qui fait que on prend des décisions comme ça, on dit on veut quand même accoucher par voie basse, on veut comment ça se fait que la justesse de la démarche jusqu'au bout, qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui donne cette force-là, cette justesse, comment ça se passe pour toi? Je pense que c'est tout simplement l'amour. C'est vrai que ce petit garçon l'a attendu pendant presque ces 9 mois et puis je l'ai senti bouger, je l'ai senti vivre en moi. Il répondait à son papa quand il toquait sur mon ventre, il lui faisait toujours 3 coups. Et voilà, on se préparait tellement à sa venue que après, je sais pas, les choses se sont faites comme ça naturellement. Mais je pense aussi que si mon gynécologue ne m'avait pas permis de rentrer chez moi et de pouvoir me poser et réfléchir, je pense que j'aurais pris la mauvaise décision, j'aurais demandé une césarienne et je pense que je l'aurais regretté. Donc oui, on veut toujours faire les choses rapidement, alors que là, finalement, oui, il n'y avait plus d'urgence, même si quelque part ça peut être horrible à dire qu'il est resté 3 jours mort dans mon ventre, mais ça m'a permis d'accuser un petit peu le coup, et puis de me dire voilà ce qui m'arrive, c'est pas ça arrive pas qu'aux autres, ça m'arrive. Maintenant qu'est-ce qu'on fait pour faire au mieux pour nous, après c'est propre à chacun, mais effectivement je regrette pas, c'est ce qu'il fallait que je fasse quoi. Il fallait que je l'accompagne jusqu'au bout. Et puis il m'a aidé. Je lui parlais, je lui disais ça va bien se passer, on est les deux, on est une équipe et voilà, on va y arriver, ça va aller. Tu as un autre enfant, tu avais un autre enfant à ce moment-là. L'enfant, le grand frère, comment on l'associe? Est-ce qu'on l'associe aussi? Est-ce qu'on veut le protéger? Est-ce qu'on le met à l'écart? Est-ce qu'on le fait participer aussi à ce processus-là?
Alors ça choque encore beaucoup aujourd'hui, mais effectivement nous on a choisi de faire participer mon petit garçon qui avait 2 ans à l'époque, hein, qui était un petit bouchon, il ne comprenait pas forcément tout, mais je pense qu'il a quand même compris et ça n'a jamais été tabou. Il est venu à l'hôpital me voir, il a pu toucher son petit frère, je me souviendrai toujours, il a eu le réflexe de relever le doigt parce qu'il était froid et il sait ce qui s'est passé. Je veux dire, nos autres enfants qui sont arrivés après aussi, ça n'a jamais été un tabou. Alexis fait partie de notre famille, mais différemment. Et c'est important de faire participer les enfants. C'est primordial parce que ça peut laisser des traumatismes très importants si on ne dit pas ce qui s'est passé, si personne n'est au courant. Et ça fait partie de notre vie, de notre famille et de leur vécu aussi, hein, de leur famille. Donc oui, c'est très important. Il est venu avec nous à l'enterrement aussi, je me souviens parce que il courait partout. Alors bien sûr, dans un cimetière, ça fait peut-être mauvaise façon, mais voilà, quelque part, c'est la vie qui continue aussi. Et grâce à lui, ben voilà, j'étais obligée de me lever tous les matins pendant mon congé maternité, puisque j'ai bénéficié d'un congé maternité, mais par choix. Et ben voilà, 4 mois à la maison, avec un petit garçon de 2 ans, ben, il fallait bien que je me lève, que je m'occupe de lui. Donc ça m'a permis aussi de continuer, d'avancer, de me reconstruire et d'avancer. Dans le récit que tu viens de nous faire, tu as employé 2 fois le mot, je sais que ça a beaucoup choqué, 2 fois. C'est quoi le public, le monde, la famille, autour, aux alentours, qui est là, et puis qui n'a pas la bonne attitude, qui n'a pas le bon regard, et qui ne veut pas comprendre ou qui ne comprend pas? Je pense que tant qu'on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre. Et malgré toute la bonne volonté, hein, je ne leur en veux pas, c'est pas du tout ça que je dis, mais je pense que c'est tout le monde confondu. Que ce soit certains collègues, que ce soit des amis même, qui nous fuyaient comme la peste, comme si on était malade, presque des lépreux. Et la famille aussi, bien sûr que la famille n'a pas forcément toujours compris nos choix, pourquoi on avait décidé de l'enterrer, pourquoi mon fils a pu être là à l'enterrement, pourquoi maintenant on en parle encore très souvent à la maison, pourquoi on fête son anniversaire. C'est des choses qui dépassent. On nous dit mais c'est bon, maintenant il y a prescription, il y a 8 ans, il faut tourner la page à un moment donné. Alors que non, il fait partie de la famille. Et si vous interrogez mes enfants, ils vont vous dire ah ben il y a Alexis, Enfin, quand ils doivent dessiner même à l'école, dessiner leur famille, ils dessinent toujours Alexis, un petit ange, enfin voilà. Et non, après, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans le sens inverse en disant qu'Alexis prenne toute la place, non, parce qu'ils sont là et bien vivants, mais voilà. Il y a Alexis quand même, il a sa place dans la famille et dans la fratrie aussi, c'est très important parce que du coup ça change la donne au niveau du 2e, du 3e, enfin les enfants n'ont pas la même place. Quand je t'entends ce matin avec sincérité, émotion, mais tu expliques avec conviction et avec justement beaucoup d'amour ce qui t'est arrivé, il a fallu du temps pour en arriver à aujourd'hui. Pour avoir Delia aujourd'hui qui est capable à ce micro de me parler à moi puis d'expliquer ça. Il y a eu des passages, il y a eu des moments, il y a eu des périodes. Il a fallu donner du temps au temps. Il y a eu des périodes plus heureuses, moins heureuses, plus noires. Il y a eu tout un chemin quand même pour en arriver à aujourd'hui, à pouvoir parler comme ça. Oh oui, oh oui. C'est-à-dire que oui, le premier mois, les premiers 6 mois, la première année, le premier Noël, toutes ces dates-là qui ont été très très compliquées. Il y a des passages où ça va mieux que d'autres, c'est sûr. Et puis après, ce qui a été trop compliqué pour moi aussi, c'est le jour où il aurait eu 5 ans, où il aurait commencé l'école. Et c'est l'année où on a fait notre premier marché ici à Yverdon. Parce qu'en fait, on a connu l'association tard. On aurait bien voulu être entouré par des gens bienveillants comme ça quand ça nous est arrivé. On a vu une dame, oui, mais voilà, il n'y avait pas de groupe, on voulait rencontrer d'autres parents, il n'y avait pas d'autres demandes. Enfin, c'était compliqué, on se sentait vraiment très seul. Et en 2016, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un marché justement à Nyon, à nos copines d'Agapa, et puis j'ai dit à mon mari il faut qu'on y aille. C'était le 30 avril, ça faisait pile poil une année qu'on avait posé la pierre tombale à Alexis. Oui, on a mis du temps avant de pouvoir le faire, parce que c'était aussi tout un chemin de se dire voilà, cette fois c'est sûr, on met la pierre, il ne reviendra pas, quoi. C'est tout un cheminement. Et on est allé au marché, et puis c'est là qu'on s'est dit mais waouh, en fait il y a des gens qui sont là, il y a une association, on n'est pas seul au monde, ça fait du bien, ça fait du bien. Puis on s'est dit mais cette association est basée à Fribourg, on vient jusqu'à Nyon. Pourquoi ici à Yverdon on n'en parle pas? Pourquoi personne connaît Agapa qui à l'époque avait bientôt 20 ans quand même? Donc on s'est dit que mon mari, non, il faut qu'on parle de ça. Et
ça arrive bien plus qu'on ne le croit, donc on veut faire connaître l'association et c'est pour ça que depuis 2016, on est là une fois par année pour faire connaître l'association. Cette association, le slogan, le deuil périnatal, osons en parler, c'est vraiment ça qui vous a aussi un peu manqué, c'est-à-dire d'oser en parler, d'être entouré. C'est ça qui est le plus important finalement. On a eu quand même des personnes à qui parler, c'est sûr, mais peu. Et c'est compliqué de se faire vraiment entendre, vraiment comprendre. Souvent, les gens essayent de nous donner des petits tuyaux, nous dire tu devrais peut-être essayer de faire ci, ou maintenant il faut que tu passes à ça. Et c'est compliqué de se faire respecter dans son chemin de deuil, vraiment. Vraiment. Et même encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec mon mari, on n'est pas du tout au même point. Pas du tout, on avance complètement différemment, ce qui est propre à chacun, bien sûr, mais vraiment de se sentir compris et se dire waouh, ça fait du bien, puis qu'on me dise oui, c'est une vraie douleur. Parce que bien sûr, on a entendu des choses horribles, on nous a dit des choses horribles, t'es jeune, t'en auras d'autres. Enfin voilà, s'il est parti, c'est qu'il y avait quelque chose. Enfin, vraiment toute une panoplie d'histoires qu'on nous a racontées. Et puis, on se dit finalement, ok, vous l'avez pas connu, il n'est pas là, mais pour nous, ça reste quand même un deuil à faire, un enfant qui n'est pas là. J'ai toujours voulu 4 enfants, j'ai la chance d'en avoir eu 4, j'en ai 3 à la maison, mais j'ai cette chance aussi, j'ai pu retomber enceinte très rapidement. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est difficile de légitimer auprès des gens, quoi. On dit, il n'est pas là, donc il faut oublier, alors que non. C'est un de mes enfants comme les 3 autres, c'est tout. Retomber enceinte très rapidement, tu as dit. Tu as eu un premier enfant, le deuxième c'est Alexis, le troisième par rapport à, on va dire, l'espèce d'insouciance et de méconnaissance de la première grossesse, où voilà, avec l'expérience du deuxième, comment on vit la troisième grossesse? J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas flippé 24 heures, H24, tu vois, et puis on se dit, oulala, est-ce qu'on a bien fait quand même de, entre guillemets, reprendre le riche, de tends un peu des perches là comme ça? Comment C'était pas si évident que ça, c'est sûr. C'était un choix. J'avais dit à mon mari, il n'y a pas moyen, tout est prêt, on a tout cet amour à donner, voilà, sans pour autant faire un enfant de remplacement, parce qu'ils ont chacun leur place. J'ai dit, il faut un bébé, quoi. Moi j'ai besoin d'un bébé dans les bras, j'ai tout qui est prêt, la poussette, j'ai envie de pouponner. Enfin voilà, Alexis n'est pas là, mais il faut remettre en route. Donc 2 mois après, je suis retombée enceinte. Et je voulais pas tomber non plus dans le... être la mère complètement parano, qui s'inquiète pour le moindre truc, qui achète un petit monitoring pour mettre à la maison. Je ne voulais pas ça. Je me suis dit que voilà, ça m'est arrivé une fois, ça ne m'arrivera pas une deuxième fois et il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Donc j'étais confiante. Je savais que mon bébé allait mal. Par contre, j'ai fait une grande amitié avec mon frigo à ce moment-là. Donc tant que je n'avais pas mon bébé dans les bras, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller dire bonjour à mon frigo. Donc voilà, ça a eu des conséquences assez... C'est un ami assez fidèle, je crois. Oui, il est toujours là d'ailleurs. Mais non, j'étais sereine. Et puis mon gynécologue m'avait dit, écoutez, la grossesse se passe bien, s'il n'y a rien, on peut vous faire aller jusqu'à terme, il n'y a pas de souci. Après, c'est vous qui me direz comment vous vous sentez. Puis moi je disais, si tout va bien, non, il n'y a pas de raison de provoquer avant, à 38 semaines comme Alexis, donc non, on ira jusqu'au bout. Puis finalement, plus les jours approchaient, ça travaille quand même, il y a quand même tout ça qui revient. Et puis mon mari devenait fou. Lui, il devenait fou. Il a dit non, moi il me faut ce bébé là. Donc finalement, on s'est dit, non, c'est vrai, on va pas prendre de risques. Donc on est retourné voir mon gynécologue. On dit, avant qu'on arrive à 38 semaines, je crois qu'il va falloir déclencher. Parce que ça travaille quand même, puis on n'a pas envie que ça nous arrive une deuxième fois. Et c'était nouveau un petit garçon. Et voilà, quoi, c'était que du bonheur. Mais c'est vrai qu'après, ça a aussi été compliqué dans le premier mois. Parce que j'avais cette ambivalence des sentiments, j'avais mon petit bouchon dans les bras, mon tout petit bébé, et puis j'avais Alexis qui n'était pas là, alors je pleurais et de joie et de tristesse en me disant tous ces moments-là où j'ai le risque contre moi, je les aurais jamais avec Alexis. Et c'était pas forcément évident, c'est sûr. Mais voilà, après le chemin se fait petit à petit et on a confiance. On a l'impression que toi et ton mari, vous avez été vraiment les deux ensemble, les piliers par rapport à le fait de vivre cette histoire, de vivre avec et de continuer et autres. Finalement,
ça reste un problème de couple, c'est-à-dire dans le sens où papa et maman sont les deux impliqués, puis le reste de la famille, il y a déjà un filtre, 2 filtres, 3 filtres, il y a déjà une distance, et puis le reste des amis, des connaissances, c'est encore plus loin, mais c'est vraiment dans le couple qu'on puise la force, qu'on prend les décisions, qu'on est ensemble, ça se passe vraiment entre le mari et la femme. Oui, je pense. J'ai la chance, dans mon malheur, d'avoir un mari qui travaille dans les pompes funèbres. Mon frère aussi, à l'époque, travaillait avec mon mari et je pense que ça nous a vraiment beaucoup aidé. Même si c'est quelque chose qu'il faisait tous les jours à l'époque et qu'il a été démuni à ce moment-là, quand ça nous est arrivé, je pense que, voilà, Monsieur Pitet a été plus que bienveillant envers nous. Ils ont vraiment fait le maximum pour nous accompagner au mieux. Et voilà, c'est mon frère et mon mari qui se sont occupés beaucoup d'Alexis, qui se sont occupés de tout ça. Moi, j'ai pas eu besoin de gérer tout ça, tout le côté administratif. Et puis, ça a beaucoup aidé, je pense, parce qu'ils savaient l'importance des rituels, ils savaient l'importance de faire quand même une cérémonie, l'importance pour nous de l'enterrer. Après, comme toujours, c'est propre à chacun. Nous, on a décidé de l'enterrer. Et ouais, je pense que ça m'a fait du bien de me dire, bah, ils connaissent, ils vont gérer ça. Et je me suis laissée porter, en fait. On a enregistré la cérémonie pour le grand-fils à mon mari, qui n'a pas pu être là à l'époque, qui avait lui 5 ans à l'époque. Et puis on se dit, bah voilà, si un jour il demande, ben, il pourra écouter la cérémonie. On a des photos à la maison, on a une petite boîte avec les souvenirs d'Alexis qu'on a. Les enfants savent, elle est dans notre chambre. On a une photo au salon aussi d'Alexis avec son petit bonnet, son petit pyjama, tout beau. Et ouais, c'est important, c'est sûr. Enfin, pour nous en tout cas. Mais je pense qu'effectivement ça nous a vraiment beaucoup aidé qu'il soit dans le milieu. Moi, je reçois ce que tu me dis comme ça, je suis en face de toi. J'ai envie de dire, cet enfant qui n'est pas né, qui est mort juste avant de sortir de ton ventre, j'ai envie de dire que vous lui avez donné une dimension, une existence, un respect phénoménal. C'est comme ça que je ressens un peu la chose. Ben, merci beaucoup. Vous l'avez fait vivre. Vous l'avez fait vivre. Oui, surtout pas l'enterrer une deuxième fois, quelque part. Il fait partie de notre vie, de notre famille. Et il a sa place. Et pour nous, oui, c'est sûr que c'était important. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bah, ça arrive, mais on peut s'en sortir et il faut surtout en parler, pas rester dans son coin. Ça fait tellement de bien. Ça aide. On pense à Alexis aujourd'hui et puis plein de belles choses pour toi et ta famille. Merci Delia. Merci beaucoup. Merci. Olivier Rouminière, le mari donc de Delia qui était assis là juste avant toi. Une femme qui porte son bébé dans son ventre et puis ce bébé qui n'arrive juste pas à terme et après on a l'impression que voilà, c'est elle plus que le papa, alors que le papa est à côté et non pas dedans et non pas directement physiquement impliqué et tout. Ce rôle du père à ce moment-là, il est compliqué aussi de ce fait-là? Oui, compliqué, c'est sûr. Le papa est souvent mis de la sorte où il est là pour tout ce qui est l'homme fort, les épaules larges, il doit gérer tout ce qui est administratif. On a droit à quelques jours de congé, on va dire, un droit qui n'est pas énorme, 3 jours. Après, oui, tout tourne autour de la maman pendant ce moment-là. Il y en a, ouais, c'est vraiment elle. Le papa, lui, il est là pour soutenir son épouse, s'occuper, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tout ce qui est administratif. Donc d'aller annoncer le deuil de son enfant, le décès de son enfant, pardon, à la commune, en passant par le biais de l'hôpital, faire tout ce qui est les papiers auprès des employeurs, toutes ces choses-là qui doivent être faites, mais que personne ne peut faire à la place de nous les papas, quoi. S'il n'y a que ça, quoi. C'est un rôle particulier à ce moment-là? Ouais, c'est un rôle particulier qui comment dire ça, c'est... Ouais, particulier dans le sens où on n'a pas trop le temps de se faire à l'idée que notre enfant est né mais mort-né ou décédé avant terme comme nous. C'est assez complexe, je vais dire. Ouais. Tu travailles dans le monde des pompes funèbres. Ça, franchement, est-ce qu'on peut dire que ça t'a aidé?
Alors les pompes funèbres m'ont beaucoup aidé, oui, oui. J'ai fini par comprendre certaines choses, vu que tous les jours je côtoyais, on va dire, la mort. Je ne pensais pas un jour, enfin, aussitôt être confronté à la mort personnellement pour un de mes enfants. Comme on dit toujours, c'est d'abord les parents et après les enfants. Voilà, moi, ça a été l'inverse. J'ai un employeur qui a vraiment été là, à l'écoute, comme avec toutes ces familles qu'on suit, qu'on aide. Ça a permis de... Il nous a offert tout ce qui est les fournitures de cercueil, tout ce qui est annonce mortuaire et tout ça. On avait carte blanche pour mon épouse et moi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est important. Après, je perds un peu le fil, mais ouais, s'il n'avait pas été là, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Et on comprend beaucoup de choses pour les papas et les mamans qui vivent ça, quoi. Ouais. Il y a eu un aspect, une perception de l'événement, du deuil, que dans le cadre de la profession que tu exerces, il y a déjà du vécu. Donc est-ce que tu t'es basé aussi un peu là-dessus pour faire parce que Delia a raconté toutes les étapes que vous avez faites qui sont aussi particulières, mais ce sentiment des actes commis, des actes faits, que vous deviez faire ça comme ça, est-ce que c'est venu aussi du côté de ton travail? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, mon travail y est pour beaucoup. J'ai appris avec toutes ces années qu'on avait certaines choses à faire dans un certain ordre. On les a faites en espérant ne rien oublier, que ce soit m'occuper personnellement de mon enfant, de l'habiller. Je me souviens que le jour où mon fils est né, on nous l'a apporté dans la chambre. Je ne l'ai pas lâché, je ne l'ai pas donné à mon épouse et tout, je l'ai habillé tout seul, je me suis occupé de lui tout seul. Comme j'ai toujours dit, j'ai fait mon égoïste. Parce que je voulais que ce soit mon moment, elle a eu son moment pendant 9 mois. Donc c'était mon seul petit moment que j'avais. Donc oui, je l'ai habillé, j'ai fait des photos, je lui ai montré. De là, après, j'ai dû rentrer à la maison, j'ai dû voir mon employeur. À savoir qu'avec moi travaille mon beau-frère, qui est le frère de Delia. Et puis, on est allé chercher mon fils. Il est venu me chercher pendant que j'étais en entretien avec mon patron. On est allé chercher mon fils. On l'a amené de l'hôpital d'Yverdon à la pathologie du CHUV pour faire une autopsie parce qu'on voulait absolument savoir pourquoi il était décédé. On a fini par avoir la réponse comme quoi c'était une mort blanche. De là, après, il a fallu faire quand même ce petit deuil-là aussi parce qu'on s'est occupé de notre enfant pour des choses précises. Après, on est retourné le chercher et je me suis rendu compte que là, je devais aussi encore m'occuper de lui. Je l'avais déjà fait une fois, je devais le faire une deuxième fois et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. On a beau être dans les pompes funèbres, on a beau voir ça tous les jours. La deuxième fois, ce n'était pas possible. J'ai laissé faire mon beau-frère qui, lui, s'en est occupé merveilleusement bien. Il a fait tout ce qu'il fallait, il a bien maquillé. Et j'ai rien trouvé de mieux qu'à ce moment-là, c'est de m'occuper d'un autre défunt. Alors j'étais en congé, on va dire, un congé pour le deuil de mon fils. Donc je me suis occupé d'une autre personne pour me changer l'esprit. Puis après, on a installé une chambre, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait des photos, on a fleuri la chambre funéraire. Après on a fait le service funèbre, on a tout organisé. Et c'est vrai que mon travail m'aide à toutes ces étapes. Sans ça, je pense que j'aurais été comme beaucoup de papas et mamans, j'aurais été perdu. Je l'ai été quand même, hein. Je l'ai été. Et mon métier, après j'ai pu comprendre certaines étapes, comme des fois je ne comprenais pas pourquoi on enregistrait une cérémonie funèbre, pourquoi on faisait des photos, on filmait. Là j'ai compris tout le sens de ça. Ça permet, même là, après 8 ans d'absence, c'est autant pour mes enfants que pour nous. Des fois on réécoute la musique, on réécoute la cérémonie, on regarde les photos, on a une petite boîte qui est prévue à cet effet pour lui. Et quand on a envie de l'ouvrir, on l'ouvre, que ce soit n'importe qui. On n'a pas de tabou pour ça. Donc c'est vrai que ce métier fait que ça m'a beaucoup aidé, et mon épouse aussi. Mon épouse s'est beaucoup rattachée sur moi, sachant que je connaissais les étapes. Oui, je les connais, mais je n'ai pas la science infuse, malheureusement. J'aurais bien aimé. On est en couple pour affronter une épreuve pareille. C'est pas vraiment la famille ou les amis ou l'entourage. Enfin voilà, c'est vraiment le mari et la femme qui sont seuls, on va dire. Quand je dis seul, on peut être entouré, mais on est seul face à ce destin qui arrive. Oui, c'est exactement ça. Oui, on a beau avoir des parents, on a beau avoir des frères, sœurs,
tout ce qu'on veut autour, on est le couple. Après, les gens diront, on vous comprend, on est désolé. Ça, pour moi, je conçois qu'on puisse dire ça. Moi, c'est pas ma philosophie. Voilà, si je vais dans un entourage où il y a eu une perte, soit d'un parent ou d'un proche ou d'un enfant, j'ai une autre vision et une autre politique sur ça. Donc, je vais entendre ce que les gens disent, je vais compatir, mais je ne vais pas les comprendre. C'est ça où beaucoup de gens font des erreurs. C'est pas des erreurs, c'est la maladresse plutôt. En disant je te comprends, chaque deuil est propre à la personne, est différent. On se l'imagine d'une façon et c'est pas du tout ça. C'est complètement différent. Ouais. Il est enterré, il y a eu une pierre tombale, il est dans un cimetière, vous allez vous recueillir sur sa tombe. Finalement, vous avez fait vivre Alexis, qui n'a jamais vu le jour en dehors du ventre de sa maman, mais finalement vous avez fait vivre Alexis. Alors oui, on l'a enterré au cimetière d'Yverdon, il a son emplacement à lui, il a sa pierre tombale, il y a tout pour. Après, aller le voir, pour ma part, non. J'ai arrêté peut-être 2 ans après d'aller le voir. C'est pas que j'en ressens pas le besoin, si j'en ressens le besoin, mais j'ai pas... Je peux rentrer dans le cimetière pour n'importe quoi, mais pas pour mon fils. Ça, c'est une chose où il y a une barrière et cette barrière, je l'ai comprise depuis 2013 où j'ai commencé à être malade, quoi. Donc la perte de mon fils, en plus de vivre ça, maintenant je vis la naissance d'une maladie que je vis depuis 6 ans et qui me ronge tous les jours, quoi, et qui est irréversible malheureusement. Donc j'ai un malheur, j'en ai un deuxième et ça c'est une chose qu'on doit encore vivre avec mon épouse pour surmonter la perte d'Alexis. Ouais. Ouais. Il y a un lien entre les deux? Alors moi, comme on dit, c'est une maladie idiopathique qui vient de nulle part. On ne sait pas d'où est l'origine. Mais je me souviens de mon beau-frère une fois qui m'avait dit, à savoir, parce que c'est une maladie pulmonaire, il m'a dit les poumons c'est l'organe du chagrin. Cette fois-là, j'ai dit non, avec ta science, non. Et puis après quelques années de réflexion et du travail sur moi, il n'avait pas tort, ouais. Ma maladie, que ce soit ça ou pas ça, pour moi je dis que c'est dû au fait de la perte de mon fils. Après les gens ils interprètent ce qu'ils veulent, j'ai décidé que c'était comme ça, c'est ça, et puis c'est tout. Puisque c'est idiopathique, on ne sait pas d'où ça vient, j'ai trouvé une origine. Peut-être la bonne ou pas, mais pour moi c'est celle qui m'aide à accepter, on va dire entre guillemets, cette maladie. Il fallait trouver une réponse à cette question. D'où ça vient? Ouais, on va dire ça. Oui, parce que si j'avais pas fait ce travail et j'avais pas trouvé, on va dire, cette fameuse réponse, je pense que ma santé serait détériorée de plus en plus. Depuis, ça a permis de stabiliser quand même pas mal, de m'éviter une greffe, de m'éviter plein de choses, des hospitalisations. Depuis ce petit travail, ça va quand même mieux. J'accepte mieux. Alexis n'était pas seul, un grand frère que vous avez associé complètement à ce parcours de deuil. C'est important ça d'associer les enfants, même s'ils sont petits, enfin que toute la famille soit, on va dire, impliquée, ou plutôt qu'on protège et qu'on mette à l'écart les enfants, même jeunes. Alors oui, Alexis il a un grand frère, mais il en a un autre aussi, qui est Quentin de mon premier mariage. Il y a Quentin et Kenny, et oui, Kenny a été associé à Alexis, bien entendu, il a pu le voir, il a pu le toucher, il a pu se rendre compte. Moi je pars du principe que, enfin nous partons dans notre famille du principe qu'on ne doit rien cacher. Plus on cache, on sait qu'un jour ou l'autre ça va ressortir comme une bombe. Donc on préfère en parler de suite, rien n'est tabou chez nous, que ce soit la perte d'Alexis, que ce soit la maladie. Quentin, lui, on voulait qu'il vienne. Sa maman était, bon lui il est en France avec sa maman était d'accord et puis par la suite elle a préféré préserver Quentin, je peux la comprendre. Mais après, voilà, je pense pas que ce soit un choix juste. Mais pour elle, c'était le bon. Donc voilà, j'accepte son choix. Après, pour son petit frère et sa petite sœur qui, eux, sont par la suite, ils sont au courant, et ils sont tristes aussi. C'est vrai que
La plus mauvaise place pour l'instant, on va dire, c'est Kenny parce qu'il a vécu en direct, il était là, il a pu le voir, il a pu le sentir, il a pu le toucher. Je pense que ça, c'est plus dur pour un enfant d'accepter par la suite d'avoir vu son frère et de ne pas comprendre pourquoi il n'est pas là, quoi. Tandis que Quentin, lui, ben, voilà, il l'a jamais vu. Il sait que Delia était enceinte, sa belle-mère, mais il a juste vu le ventre rond et puis c'est tout, quoi. Donc il ne peut pas trop s'associer à cette fratrie, alors qu'il en fait partie, mais c'est compliqué pour lui aussi. Sans en tirer une généralité, un de tes enfants qui n'a pas vécu ça et l'autre qui l'a vécu, vu d'aujourd'hui, finalement il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il n'y a pas de juste ou de faux, ça dépend de la personnalité, du caractère de chacun et autres, mais tu dirais quoi? Qu'on doit vivre ça quand même en famille, d'une certaine manière, peut-être pas complètement, mais enfin d'une certaine manière, mais on ne doit pas occulter, on ne doit pas mettre l'enfant complètement à l'écart, c'est un peu ça? Ouais, c'est exactement ça. Moi, je suis pour leur dire. Il ne faut pas occulter, comme tu dis, il ne faut pas occulter ça, ça ne sert à rien. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'effet d'une bombe après. Moi, je le vois avec Quentin qui n'a pas pu le vivre. C'est maintenant qu'il nous en parle, qui nous en veut. D'accord, tu nous en veux, tu as le droit de nous en vouloir. Mais voilà, c'est des choix qui ont été faits. Et maintenant, c'est à nous de l'aider à surmonter ça, comme à Kenny aussi. Parce que c'est compliqué pour lui aussi. Donc ouais, non, il ne faut pas l'occulter, surtout pas. On est ici au marché à Yverdon, il y a des gens qui passent, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui vous parlent, il y en a qui écrivent des petits mots. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Quelle est l'importance du fait que vous soyez là avec ton épouse à ce stand ici d'Agapa au marché d'Yverdon, d'être là à disposition pour une oreille, pour une parole, pour les gens qui viennent et qui vous approchent? Alors oui, je pense que ce stand d'information est très important, autant pour Delia que pour moi et pour d'autres familles qui vivent ça. Qu'on ait une personne qui vienne, ou 2 ou 50, ou pas du tout, voilà, les gens savent qu'on est là, ils ont vu qu'il y avait ce stand, ils ont vu que nous, on osait en parler, comme c'est écrit sur le slogan d'Agapa, il faut en parler. Donc après, ben, voilà, c'est à tout à chacun de venir, d'oser faire le pas. Ce pas est dur. Il y en a pour qui, comme pour nous, c'était facile, mais il y en a pour qui il leur faut peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans pour venir le faire. On a eu des personnes où c'est 50 ans après. Donc il n'y a pas de moment, c'est juste qu'il faut... Raconte-moi cette anecdote avec cette personne âgée, une dame je crois, qui avait 80 et quelques années, enfin raconte-moi ça. Oui, c'était une dame avec son mari qui sont venus, ils sont passés par hasard au marché, et puis ils ont vu le stand. C'était notre premier marché. Et à ce moment-là, ils se sont arrêtés, on a discuté avec eux, moi beaucoup avec le papa, ma femme beaucoup avec la dame. Après on a un peu échangé les discours et puis... La dame nous a évoqué qu'elle, il y a 50 ans, elle avait perdu un enfant, ou je crois même que c'était des jumeaux, et qu'elle n'avait pas pu faire le deuil comme il fallait, elle n'a pas pu en parler et tout. Donc c'est vrai que c'était émouvant parce que même 50 ans après, il y a quand même des traces qui sont là, que ce soit pour la maman, pour le papa, pour n'importe qui. Donc ouais, je pense que c'est important d'en parler, c'est très important. Si on n'en parle pas, eh bien, ça fera comme à chaque fois, on va se morfondre et puis qu'est-ce que ça fait? Ça rend les gens malades. Je suis la preuve formelle de ça. Une association comme Agapa, oser aller sur le site internet, oser appeler, oser demander à être entendu, à être écouté, oser en parler. Oui, heureusement qu'il y a Agapa, ouais. Heureusement. C'est une association qui existe depuis quelques années maintenant. C'est dingue parce que ce soit dans les hôpitaux, on ne dirige pas vers Agapa. Pourtant, ils connaissent Agapa. Moi, j'estime que tout milieu hospitalier avec les maternités devrait avoir de la documentation d'Agapa ou d'une autre association, pas obligatoirement Agapa, mais de personnes qui s'occupent de familles endeuillées ayant perdu un enfant ou des enfants. Je pense qu'ils devraient faire un peu le tampon avec eux pour nous diriger. Parce que nous, quand on est sorti de l'hôpital, on n'avait rien. Et pourtant, je travaillais au milieu funéraire, je ne connaissais même pas non plus. Donc, on devrait nous en parler. On devrait nous dire, voilà, vous avez eu la perte d'un enfant, on peut vous aider en vous dirigeant vers des associations. Vous êtes libre de choisir ce qui vous convient le mieux. Et puis de là, on fait les démarches quand on est prêt. Mais non, on sort de l'hôpital avec un enfant qui reste soit à la morgue, ou alors
ou alors à l'hôpital, et puis après, ben, on rentre chez nous sans rien, quoi. Parce que c'est vraiment rentrer sans rien. Si, avec le cœur pincé, les larmes, et rentrer avec une maison où il y a une chambre qui est vide. Voilà. Donc il devrait quand même en parler plus. Et ça, je trouve que c'est une erreur de la part des milieux hospitaliers. Ne cautionnons pas le tabou du silence, et puis osons en parler. C'est la devise d'Agapa, le deuil périnatal, osons en parler. www.agapa-suisseromande.ch, le site internet. Merci Olivier, puis plein de belles choses à toi, à ta famille, et puis on pense à Alexis. Merci Philippe.